Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier l'architecture interne des microprocesseurs et plus particulièrement celle du processeur ARM Cortex-A8, processeur que nous avons utilisé durant les travaux pratiques. Pour débuter ce cours, il est intéressant de se poser quelques questions. La première, comment est construit un microprocesseur? La deuxième, comment est construite l'unité d'exécution des instructions? La troisième, pourquoi les microprocesseurs proposent plusieurs modes de fonctionnement? Et comme quatrième question, comment pourrait-on améliorer les performances du microprocesseur? Pour rappel, les processeurs ARM sont du type RISC, c'est-à-dire qu'ils ont un jeu d'instructions réduit. Ceci pour améliorer les performances du processeur. Également pour rappel, les processeurs ARM, la version qu'on a, les processeurs ARM Cortex-A8, ont un jeu d'instructions sur 32 bits. Les registres de ces processeurs ont également 32 bits. C'est-à-dire que toutes les opérations mathématiques et logiques effectuées par les processeurs ARM sont faites sur 32 bits. Et son mode de fonctionnement est un mode de fonctionnement de ce qu'on appelle load and store, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher la donnée dans la mémoire. Une fois qu'on l'a mise dans un registre, cette donnée-là, on va pouvoir effectuer l'opération mathématique souhaitée ou l'opération logique souhaitée. Et le résultat de cette opération, qui est aussi situé dans un des registres du processeur, va pouvoir ensuite être restocké dans la mémoire ou dans un registre d'un contrôleur de périphérique. La famille des processeurs ARM se décline en trois séries. Elle commence par la série M, qui est la série la plus petite. Elle sert à des applications à très faible consommation et à bas coût. Elles sont du type ce qu'on appelle SoC, System on Chip. SoC, c'est des processeurs qui sont utilisés typiquement dans des applications ou des appareils de type IoT, Internet of Things. La deuxième série de ces processeurs Cortex sont les Cortex de type R pour real-time. Ils sont utilisés typiquement dans des applications comme des disques SSD, des équipements de réseau ou des imprimantes. La troisième série de ces processeurs ARM de type Cortex sont les processeurs de la série A, qui sont des processeurs d'application. Ces processeurs sont génériques, ils proposent d'excellentes performances et on peut, sur ces processeurs, laisser tourner des systèmes d'exploitation du type Linux ou Android. C'est le processeur, c'est la famille de processeurs, la série de processeurs que nous avons utilisés pour les laboratoires. Il est intéressant de se rappeler que ces processeurs ont évolué à travers le temps. Le premier processeur de la famille ARM, qui était encore à l'époque Archon RISC Machine, a été développé en 1986. C'est le processeur ARM2 en 1986. C'est le premier de la famille. C'est déjà un processeur RISC sur 32 bits. Vers les années 95, on a eu les processeurs ARM5, V5. Entre 2005, vers les années 2005, on est passé sur des processeurs ARM6 pour arriver sur les Cortex avec le premier de la famille des V5 qui était le Cortex A8. Dans cette famille-là, nous avons le processeur Cortex A8. Et dans les années 2015 environ, on a les processeurs sur 64 bits qui sont les processeurs avec l'architecture V8. Avant de regarder l'architecture interne du processeur Cortex-A8, il est peut-être bon de se faire un petit rappel sur l'architecture générale des microprocesseurs. On a ici l'image qu'on avait dessinée au cours précédent. Pour rappel, on a l'unité de commande ici. C'est elle qui s'occupe de décoder les instructions, d'aller chercher les instructions et de les décoder pour les faire exécuter par l'ALU, qui est l'unité arithmétique et logique.
Cette unité arithmétique et logique va utiliser la banque de registres que vous avez ici pour stocker les données, pour pouvoir les manipuler et les traiter. Le bus microprocesseur que nous avons ici va nous permettre de communiquer avec les périphériques d'entrée-sortie, respectivement avec la mémoire. Alors, l'unité de contrôle, de commande, va aller lire les instructions de la mémoire. D'accord? Tandis que l'unité arithmétique et logique, elle, va s'occuper d'aller lire les données des contrôleurs pour les stocker dans les registres, respectivement pour les faire venir en retour, ou des données à traiter qui viennent de la mémoire, ici. Pour ce faire, on a un bus de données sur 8, 16, 32, 64 bits, dépendant de l'architecture de notre processeur. On aura un bus d'adresse entre 16 et 32. Alors pour le processeur que nous avons, c'est 32 bits. Et sur les processeurs à 64 bits, on aura un bus d'une largeur de 40 à 44 bits. Et naturellement, du bus de contrôle qui va nous permettre d'indiquer si on veut lire la donnée ou l'écrire, avec le chip select qui va nous permettre de sélectionner le périphérique qu'on désire, et la ligne d'interruption. Pour rappel également, il est intéressant de se souvenir que l'exécution d'une instruction se fait en 3 phases principales. On a 3. La première phase que nous avons ici est l'instruction de fetch. Une fois que cette instruction a été exécutée, c'est-à-dire qu'on a mis l'instruction dans l'unité de commande, on va pouvoir la décoder, qui est la deuxième phase ici, c'est le decode. Pour finalement, une fois qu'on sait exactement de quelle instruction il s'agit et de quel opérande on doit traiter, on va pouvoir passer à la phase ou au cycle d'exécution, qui est le troisième. Execute ici. Et une fois que l'instruction a été exécutée, on va pouvoir recommencer avec un nouveau fetch et ainsi de suite. Sur les processeurs ARM, les 2 premières phases, instruction fetch et instruction decode, elles sont traitées par l'unité de commande, et cette unité de commande contrôle est, elle, composée de 2 parties. Chacune de ces parties correspond à une de ces phases. On a justement la première unité qui est l'unité de fetch, instruction fetch, ici. Fetch unit, ici. La deuxième unité est l'unité de décode de l'instruction, instruction decode unit. La première, instruction fetch, son job, c'est d'aller chercher justement l'instruction dans la mémoire, puis de la faire passer à l'instruction decode pour pouvoir être décodée. Ce décodage qui est exécuté dans l'unité de décodage des instructions, son but, sa tâche est d'analyser l'instruction, de déterminer les opérandes qui sont nécessaires et finalement de déterminer le type d'opération à effectuer. Une fois ces opérations effectuées, l'unité de décode va pouvoir passer l'instruction à l'unité d'exécution. Instruction execute unit qui est ici. La tâche de cette unité sera d'exécuter, de traiter l'information qui est souhaitée ou qui est demandée par l'instruction. La question qu'on peut se poser une fois qu'on a ça, c'est comment cette unité centrale-là va pouvoir communiquer avec la mémoire et les périphériques. Si on dessine ici le bus microprocesseur, ici, et qu'on met ici la mémoire, et qu'on met ici les périphériques d'entrée-sortie, ici, la question est comment interfacer
ces unités avec les périphériques et la mémoire centrale. Pour ça, je vous propose qu'on se rappelle des deux architectures que nous avons discutées dans des architectures générales des microprocesseurs qui correspondent aux processeurs de type SISD, Single Instruction Single Data. Ces deux architectures sont l'architecture Harvard. Cette architecture Harvard permettait à l'unité de commande ici d'avoir des instructions qui lui venaient directement chez elle et à l'unité arithmétique et logique avec sa banque de registres de pouvoir traiter les données qui viennent de la mémoire principale et de périphérique d'entrée-sortie. Première architecture qu'on a vue. La deuxième que nous avons regardée est l'architecture von Neumann. Elle propose un bus système qui permet de partager les données des périphériques et de la mémoire centrale avec l'unité centrale. C'est-à-dire que si l'unité de commande va aller chercher des instructions, elle va dans la mémoire principale ici, à travers le bus, qu'elle partage avec l'unité logique et arithmétique pour aller chercher des données dans les périphériques ou dans la mémoire principale, qui permet d'échanger ces données. Si l'on revient maintenant sur notre schéma qu'on a dessiné avant, sur l'architecture interne du processeur, ici, on peut se poser la question comment utiliser ces deux architectures, la Harvard et la von Neumann. Si on se rappelle, la Harvard permet de séparer les données, ici, qui viennent de la mémoire ou des périphériques, ici, et les données qui sont le code, les instructions, ici. Si on le fait comme ça, on peut avoir les instructions, une mémoire pour les instructions et une mémoire pour les données. Sur ce processeur, c'est exactement ce qui est fait. Ce sont des mémoires cache, donc on a une mémoire data cache ici, qui est une mémoire de premier niveau, c'est un cache level 1. Et cette mémoire cache sur ce processeur Cortex A8, sur le nôtre, ce qu'on a au laboratoire, c'est une mémoire cache de 32 KB. Pour les instructions, c'est aussi une mémoire cache, ici, qu'on appelle instruction cache. Elle est aussi de 32 KB. Comment interfacer maintenant ces deux caches avec la mémoire principale et les périphériques? Sur notre processeur, nous avons une mémoire supplémentaire, ici, qui est un cache de niveau 2. Ce cache de niveau 2 a une capacité sur notre système de 256 KB. Et c'est lui qui va faire l'interfaçage avec la mémoire principale pour aller chercher les données. Les données qui viennent des périphériques, elles vont passer directement sur l'unité d'exécution des instructions. Comme on en a déjà discuté, ça ne fait pas sens de mettre ces données dans la mémoire cache, sinon on n'aura pas les opérations, les instructions, les commandes qu'on va exécuter avec les périphériques qui seront faites en temps réel. Donc, pour ceci-là, on va court-circuiter les mémoires cache. Pour gérer l'ensemble de ces caches, on a encore un contrôleur au milieu ici qu'on appelle MMU, pour Memory Management Unit. Ce contrôleur-là s'occupe de gérer les mémoires cache qui sont là. Respectivement, il va nous offrir plus tard la possibilité de créer des mémoires virtuelles. Mais on aura un cours spécifique sur la MMU un tout petit peu plus tard dans le semestre. On peut compléter notre figure avec le processeur Néon, qui est notre processeur mathématique, qui est disponible sur notre processeur Cortex A8. Comme on le voit sur cette jolie image, on a plusieurs bus, ici 2, qui
connecte l'instruction fetch unit avec l'instruction decode unit. Respectivement, l'instruction decode unit a aussi ces deux bus qui vont sur l'instruction execute unit. On peut se poser la question pourquoi deux? On va y répondre en regardant plus précisément à l'intérieur de cette instruction execute unit. Si l'on éclate, si l'on ouvre cette instruction execute unit, on va y trouver à l'intérieur la banque de registres, IREX ici. On va y trouver l'ALU, le pipeline de l'ALU ici, mais ce pipeline d'ALU était doublé. On a un ALU 0 et on a un ALU 1. Pour pouvoir faire le traitement des opérations de multiplication, cette unité dispose ici d'un pipeline qu'ils ont appelé MAC pour Multiplication and Accumulation, le MAC, qui permet de faire des opérations de multiplication et d'ajouter une valeur au résultat de cette multiplication. Et puis, si vous vous rappelez bien, on doit faire l'échange de données avec la mémoire. C'est aussi effectué par cette unité d'exécution des instructions qui est le pipeline de LNS de Load and Store. Ici. Ceci nous permet d'avoir, depuis l'unité de décode des instructions, deux entrées qui permettent d'être dispatchées sur ces différentes unités. Unité de traitement qu'on appelle pipeline. On va voir pourquoi pipeline. Cependant, avant de discuter du pipeline ou du pipelining, il est bon de se rappeler les modes de fonctionnement de notre processeur. Comme vous le voyez sur cette image-là, on a toute une série. Il y a un mode non privilégié, ici, qui est le mode user. Ce mode user, ici, nous permet d'exécuter sur des systèmes d'exploitation comme Linux, d'exécuter toutes les applications. Dans le mode privilégié, qui est ici, privilégié, dans ce mode privilégié, on va exécuter le code du noyau des systèmes d'exploitation. Respectivement, on va pouvoir traiter toutes les exceptions qui peuvent survenir sur un microprocesseur. Respectivement, on va exécuter le traitement des interruptions. Sur notre processeur, nous avons l'IRQ, mais les cortex de type A, R ou M ont également la possibilité de lever des interruptions de type FIQ. Pour rappel également, dans le mode non privilégié qu'on a ici, les applications, les processus qui tournent dans ce mode non privilégié ont un accès très limité aux ressources du microprocesseur. Hormis l'espace virtuel dans lequel ils tournent, en principe, ils n'ont pas la possibilité d'accéder aux données des périphériques. Ceci se fait dans le mode privilégié ici, par le noyau. Pour passer du mode non privilégié au mode privilégié, on va ici faire ce qu'on appelle des syscalls, les appels systèmes, les syscalls. Ici, qui sont une interruption logicielle. Si vous vous rappelez, l'instruction pour le faire était l'instruction SVC. Pour rappel également, le processeur met à disposition pour chacun de ces modes des registres qui sont communs à tous les modes. Il y en a 13. C'est des registres ici R0 à R12. Ces registres communs, ces registres servent à stocker aussi bien les données, les datas, que les adresses. On va symboliser commun. On a pour chacun des modes 2 registres ou 3 registres spécifiques qui sont le registre 13 qui est le registre pour la pile. Ici on a la pile. On a le registre 14 qui est le link register. Ce registre ici permet de
stocker l'adresse de retour quand on appelle des fonctions. Et puis, on a un registre également commun. Commun, c'est plutôt spécifique hein, à chaque mode, qui est le SPSR, qui permet de stocker le CPSR quand on change d'un mode à un autre par exception ou interruption. À ces registres-là s'ajoutent également deux registres qui sont, eux, par contre, communs, qui sont le registre R15, qui est le programme counter, c'est ce registre-là qui pointe sur l'instruction en cours, le programme counter ici, ou le compteur ordinal ou pointeur sur l'instruction. Instruction pointer, on peut aussi l'appeler. Et le CPSR, qui est le Current Program Status Register ici, c'est lui qui va nous contenir, si on se rappelle, les flags, qui sont le résultat des opérations mathématiques et logiques. On aura à l'intérieur les bits qui vont nous indiquer si on autorise ou pas les interruptions. Respectivement, on aura les 5 bits qui vont nous permettre de changer d'un mode à un autre. Si l'on se rappelle de ce qu'on a discuté sur l'unité d'exécution des instructions, elle comportait 4 pipelining, 2 pour l'ALU, une pour les multiplications, le MAC, et une pour les opérations de load and store. Qu'est-ce que sont ces pipelining? Ces pipelining sont le moyen qui a été trouvé hein, sur les processeurs pour améliorer les performances. Mais pour venir à ce pipelining, il faut se rappeler de l'exécution d'une instruction. Hein. On a d'abord le fetch qui se passe. Une fois qu'on a fait le fetch, on va faire le decode. Le decode, fetch. Et pour terminer, on aura l'exécution. Ici. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec la prochaine instruction, de nouveau de fetch, de nouveau une opération de decode, et une opération d'exécution. Ceci dans le temps, quoi. D'accord. Quand on regarde cette image, on voit assez rapidement qu'on pourrait améliorer les performances d'un facteur 3. La technique pour améliorer ces performances, elle est toute simple. Il suffit de superposer ces 3 phases les unes sur les autres. Alors, si on essaye de le faire, on aura le fetch. Pendant ce temps qu'on fait le fetch, on pourrait exécuter le decode. Et pendant ce temps qu'on fait le decode, on pourrait exécuter une instruction. D'accord? Si on essaie de mettre ça sur un diagramme temporel, comment le faire? Donc, on va faire une instruction de fetch, ici, suivie par la première instruction qu'on a, par son decode. D'accord? Et on va l'exécuter. Pendant ce temps qu'on décode la première instruction, on peut aller chercher la deuxième, le fetch. Une fois qu'on l'a été la chercher la deuxième, on va pouvoir la décoder et finalement on va pouvoir l'exécuter. Pendant ce temps qu'on exécute la première instruction, comme on l'a dit avant, on va décoder la deuxième. Et pendant ce temps qu'on décode la deuxième, on va pouvoir aller chercher la troisième. Une fois qu'on a été la chercher, on va pouvoir la décoder. Ici, la décoder et finalement l'exécuter. Aspect temporel. On voit ici très bien qu'on arrive à faire les 3 choses en parallèle. Cette technique-là vient du monde du travail, hein, où on a fait du travail à la chaîne, hein, finalement. À chaque étape, on a des personnes différentes qui font une partie du job. Ceci-là nous permet, comme on le voit sur cette image-là, pour notre processeur, finalement, d'exécuter quand on a toute une suite d'instructions,
pouvoir les exécuter avec un cycle d'horloge. Alors, naturellement, jusqu'à ce qu'on ait le pipeline, par exemple ici sur 3 niveaux, la première instruction coûte 3, la deuxième coûte 2 cycles, et à partir de la troisième, on n'a plus qu'un cycle. Si on regarde sur notre processeur, comment c'est fait, comment est-ce que ces étages de pipelining sont faits, on a notre unité de chargement des instructions, instruction fetch unit ici, qui est suivie par l'unité de décodage, instruction decode unit, et l'unité d'exécution des instructions. Execute unit. Sur notre processeur, on a dans cette phase de fetch, on a 3 étages. Au niveau de l'unité de décodage, on en a 5. Et au niveau de l'unité d'exécution, on en a 6. Si l'on regarde maintenant à l'intérieur de l'unité d'exécution des instructions, on se rend compte que ces 6 étages ici sont mis l'un derrière l'autre et à chaque étage, on a une partie de l'opération qui est faite. Typiquement, on va commencer par avoir la donnée dans un des registres. Cette donnée-là va passer potentiellement par un shift register ici. Il va la passer dedans, qui va la passer au prochain étage à l'ALU, etc., qui va suivre le pipeline pour finalement être écrit en retour. Donc ici, on a nos 6 étages dans l'unité d'exécution de l'instruction. Avec ceci, on termine la présentation sur l'architecture interne des microprocesseurs. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous souhaite une bonne étude.